Bonjour à tous, nous vous recevons aujourd'hui dans l'enceinte du tribunal de commerce en compagnie de son président, Monsieur le Président Christian Bastide. Bonjour. Nous vous remercions sincèrement et chaleureusement d'avoir accepté ainsi de vous entretenir avec nous sur la question de l'initiative de la demande. Puisque, mis à part le cas particulier de l'agriculteur en difficulté qui relève donc du tribunal de grande instance ou encore de l'hypothèse où une entreprise serait attraite en procédure collective à raison d'une action justement en extension de procédure, eh bien nous souhaitons avec vous échanger sur cette question qui a connu une évolution ces dernières années, à savoir qui justement a l'initiative de la demande des procédures collectives. Autrement dit, qui peut solliciter, si j'opte pour une version positive, qui peut solliciter l'ouverture de cette procédure collective ou encore dans sa version négative, qui peut être attrait en procédure collective. Très bien. Alors, pour vous rassurer, le tribunal de commerce ne va attraire personne en procédure collective. La mission du tribunal de commerce, c'est justement de procéder ou non à l'ouverture de la procédure collective. Cette procédure, comme vous l'avez souligné, peut avoir lieu de deux manières. D'une part, par l'assignation d'un créancier envers ce chef d'entreprise. Ce créancier, la plupart du temps, c'est l'URSSAF, le Trésor, mais ça peut être un créancier privé qui est en recherche d'un paiement, d'un non-paiement d'une créance, et va venir s'adresser au tribunal en vue de constater le non-paiement de celle-ci et solliciter éventuellement le redressement ou l'ouverture d'une procédure collective. Pour résumer, vous avez ce cadre-là. Dernier point, le tribunal de commerce, ne pouvant pas se saisir, est également informé de situations catastrophiques ou indélicates de la part de certaines entreprises. Pour ce faire, il saisit le ministère public, le président du tribunal de commerce s'adresse au ministère public, par la voie donc du procureur, lequel, après étude et investigation, va solliciter ou non, va introduire une requête en vue d'une demande d'ouverture de procédure collective. Voilà le cadre général au cours duquel arrivent devant nous ces chefs d'entreprise dits en difficulté. Et si je m'intéresse tout particulièrement au cas de la procédure de sauvegarde, dont je sais que justement le monopole de l'initiative appartient aux débiteurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, eu égard aux effets qu'emporte l'ouverture d'une procédure collective, et en l'occurrence l'ouverture de la sauvegarde, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous parvenez parfois à sonder la moralité, si je puis m'exprimer ainsi, de ces débiteurs qui souhaiteraient peut-être mettre à mal des poursuites de ces créanciers ou peut-être encore éviter justement d'être écartés de sa société? Alors, la sauvegarde a été une réflexion longtemps poursuivie par le législateur en vue de difficultés prévisibles. Le chef d'entreprise placé devant une difficulté prévisible a la possibilité donc de demander l'ouverture d'une sauvegarde. Bien entendu, elle obéit celle-ci à une non-cessation de paiement. C'est la règle de droit. Le juge, devant cette demande, cette requête, en quelque sorte, va auprès du chef d'entreprise formuler un certain nombre de questions pour vérifier s'il y a ou non cessation de paiement. Parce que s'il y a cessation de paiement, malheureusement, nous serons tenus de faire droit, mais une demande en ouverture de redressement judiciaire. La sauvegarde, comme vous l'avez dit, est quelquefois une recherche de protection du chef d'entreprise en matière de caution, puisque le bénéfice de la sauvegarde donc, est très important pour un chef d'entreprise qui ne peut pas être actionné en caution. Je rappelle également qu'en matière de procédure collective, pendant la période d'observation, cette caution ne peut pas être agitée. Mais elle peut être appelée dans le cadre d'un plan de redressement ou elle peut être appelée dans le cadre naturel de sûreté ou d'inscription au titre de caution. Donc effectivement, ce mécanisme de protection du dirigeant, notamment pour les LBO, les financements de rachat d'entreprises qui ont été faits par les structures supra, à savoir porteuses de la dette, et bien là-dessus, la sauvegarde a été et reste un outil remarquable pour prévenir des solutions futures. Néanmoins, la limite de la sauvegarde reste et demeure l'inscription au registre du commerce de l'existence d'une procédure collective. Or, lorsque nous savons que la confidentialité de la procédure qui répond en quelque sorte à rétablir une solution à court terme délicate par la sauvegarde, le fait d'inscrire ceci alerte immédiatement les assureurs crédits, les fournisseurs, et l'impact de la sauvegarde est quelquefois diminué.
Oui, donc une sorte de prime à l'anticipation, mais qui serait contrariée par la publicité justement de ce jugement d'ouverture, si j'entends bien. Le fait de geler les dettes, de manière générale, rentre dans l'esprit de la procédure collective. Ce gel de dettes oblige bien sûr une publication, désignation d'un mandataire par un jugement fixant les règles de sauvegarde et les règles de liberté. Alors certes, le chef d'entreprise est en pleine possession des actes de gestion, conduit son entreprise. Nous n'avons pas besoin d'un commissaire-priseur pour évaluer au départ les actifs de la société. Il y a une forme de liberté, mais liberté contrôlée. Autre cadre de liberté contrôlée, et je vais ajouter justement à cette dimension en termes de degré ou d'intensité, dans le cadre de l'initiative menant à l'ouverture cette fois-ci d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. J'imagine ici un chef d'entreprise venu déposer son bilan ou autre hypothèse, justement vous le dénonciez, à savoir un créancier qui viendrait attraire peut-être justement ce chef d'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse-là, autrement dit, dans l'hypothèse d'une demande qui serait initiée par un créancier, est-ce que pour autant cela dispense le chef d'entreprise de déposer son bilan? Alors, c'est une bonne question parce que l'appréciation de cette procédure de redressement ou de liquidation est sous l'autorité du juge. Le juge a pour vocation unique d'entendre le dirigeant, de ne pas statuer immédiatement sans avoir apprécié la cessation de paiement. Donc lorsque l'actif disponible ne permet pas de répondre au passif exigible et qu'il n'y a pas de réserve de moratoire ou d'éléments permettant de sauver l'entreprise à l'instant T d'une cessation de paiement, le juge va faire un constat. Il va faire un constat pour se positionner et apprécier avec ce chef d'entreprise s'il est ou pas en cessation de paiement. D'autorité, le chef d'entreprise demandeur. C'est une demande de cessation de paiement que le chef d'entreprise a déposée au greffe. Le tribunal procède à l'examen. Une fois cet examen fait, il statue à la demande du chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise demande une liquidation judiciaire, c'est que sa situation est irrémédiablement compromise, que nous n'avons pas de solution à trouver ensemble. Si par contre il sollicite un redressement et que ce redressement donne des perspectives de retournement et d'emploi, eh bien la solution sera envisagée. En clair, le tribunal de commerce répond à la demande. Il répond à la demande, c'est-à-dire qu'il ne provoque plus donc l'ouverture des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire depuis qui, on le sait, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il a été privé de son pouvoir de saisine d'office. Mais une chose est d'ouvrir le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, et autre chose est de convertir ces procédures. Imaginons, par exemple, un chef d'entreprise qui aurait donc bénéficié d'une procédure de sauvegarde qui, malencontreusement, dans le cadre justement de la période d'observation, connaît justement cette survenance de la cessation de ses paiements. Comment pouvez-vous agir, comment pouvez-vous l'aider, vous, en tant que président, ou en tout cas le tribunal, pour peut-être l'inviter à ouvrir une autre procédure ou à basculer dans une autre procédure? Alors, il n'est pas de notre rôle d'inviter quelqu'un à orienter ou telle procédure, puisque lorsque le chef d'entreprise comparaît, entre parenthèses, devant nous, il évoque ses difficultés. Ces difficultés-là vont conduire à ce que, lors d'une ouverture d'une procédure, et prenons le cas classique d'une sauvegarde, nous allons évoquer avec ce chef d'entreprise qu'il n'est pas en cessation de paiement. Que s'il vient se placer au tribunal en sauvegarde, c'est qu'il a une stratégie. Laquelle? Qui nous l'explique clairement. Effectivement, c'est au moment où le jugement sera rendu que nous allons désigner un mandataire. Si ce mandataire constate de manière naturelle qu'il est en cessation de paiement, alors c'est lui qui va demander la conversion en redressement judiciaire. Lorsque nous sommes en période d'observation, c'est-à-dire la première période de 6 mois, reconductible éventuellement 6 mois de plus, voire 6 mois par le parquet. Les premiers 6 mois sont déterminants pour évaluer le sort de l'entreprise avec le chef d'entreprise. Si apparaissent des dettes nouvelles, apparaissent des difficultés, eh bien, il sera évoqué en chambre du conseil et sera fait un renvoi pour ce faire d'une conversion d'une procédure de redressement judiciaire, de période d'observation, en vue d'ouvrir une liquidation judiciaire. Mais tout ça est évoqué avec un formalisme prévu par la loi, un délai nécessaire d'information sous l'autorité d'un juge-commissaire. Parce que ce chef d'entreprise, accueilli au tribunal, il est sous la responsabilité, durant la procédure, d'un juge-commissaire, qui est garant, je vous le rappelle, de tous les intérêts en présence, ceux du débiteur
et les droits du chef d'entreprise. Donc ce chef d'entreprise sera soutenu, aidé, orienté, aura avec son expert comptable une obligation d'établir un compte prévisionnel d'activité de trésorerie, aura à nous indiquer les perspectives d'avenir. Bref, nous avons largement le temps d'évoquer avec lui des solutions de conversion. Et je crois que les solutions de conversion qui arrivent au tribunal de commerce sont le fruit d'une réflexion commune, quelquefois, avec les dirigeants d'entreprise, mais jamais sans leur avis et jamais à leur encontre. Oui, puisque par hypothèse, elle repose sur une anticipation justement de ces procédures, puisqu'elle suppose donc en préalable soit ouverte une procédure de sauvegarde et, le cas échéant, une procédure de redressement. Tout à fait. Pensez-vous que la dématérialisation des actes de procédure puisse être une réponse qui permettrait justement de faciliter l'initiative de la demande de la part justement des débiteurs en difficulté? Alors ce fameux portail de la justice, ce portail unique qui permettrait et qui permettra peut-être plus tard, en termes de digital, de numérique, de faciliter ce qu'on appelle la procédure par le dépôt de la demande, le traitement de la demande, paraît effectivement séduisant. Néanmoins, n'oublions pas les fondamentaux de la difficulté de l'entreprise. C'est que nous avons un chef d'entreprise devant nous, confronté à des difficultés, souvent seul. L'importance de l'entretien devant le juge du tribunal de commerce, qui, je vous le rappelle, est un de ses pairs, qui doit faire preuve en déontologie d'empathie et d'écoute. Ce juge, il est garant effectivement d'un constat, celui peut-être de l'échec. Mais derrière l'échec, il y a des hommes. Et lorsque l'entretien a lieu, lorsque les pièces sont déposées au tribunal, nous avons une cellule psychologique qui intervient à un moment précis pour accueillir les chefs d'entreprise en déshérence et en lourde difficulté. Le traitement des procédures collectives est un traitement d'abord des entreprises, mais il passe peut-être aussi par l'écoute et un accueil circonstancié des individus en difficulté. Et vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, sur 10 ouvertures de procédures collectives, nous avons malheureusement 8 liquidations de très petites entreprises qui n'ont pas payé leur expert comptable depuis peut-être 6 mois, qui n'ont plus de compte bancaire ouvert, qui n'ont plus de couverture sociale parce qu'ils ne payent plus leurs charges. Alors je crois que la réponse par rapport à un portail d'inscription, un portail unique, elle se fait peut-être par le contact et le maintien de la chaleur humaine que l'on retrouve, que l'on veuille ou pas, au sein d'un tribunal de commerce. Monsieur le Président, merci pour cette humanité, pour ce partage d'expérience, mise au profit du MOOC, et j'espère que nos chefs d'entreprise en difficulté auront saisi justement les mérites de cette approche, comme vous le dites, circonstanciée. Merci.